La loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, était une loi importante et une loi attendue par les parlementaires, mais je crois aussi par pas mal de chefs d'entreprise, mais aussi de salariés. C'est une loi qui est très riche, qui n'est en rien fourre-tout, mais qui est très fournie. Et c'est une loi qui avait en réalité plusieurs vocations, je vais le dire avec mes mots, une loi qui a vocation à accompagner les entreprises, les entrepreneurs et les salariés dans ce qu'est aujourd'hui l'économie du XXIe siècle et dans ce qu'est aujourd'hui l'entreprise du XXIe siècle. En effet, que ce soit en interne comme en externe, que ce soit du côté des collaborateurs au sein de l'entreprise comme du côté des consommateurs dans l'achat de biens ou de services, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Je vais prendre 2-3 petits exemples rapidement pour illustrer mon propos. Du côté d'abord des collaborateurs, de plus en plus de salariés, et notamment les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, sont en quête de sens. Au-delà du salaire, il faut du sens, il faut savoir pourquoi le matin on va bosser, et on a envie, surtout dans ces jeunes générations, de contribuer au-delà de l'entreprise à un projet sociétal, humain, qui dépasse le seul bénéfice, le seul salaire, le seul dividende. Un chiffre, aujourd'hui c'est 7 jeunes sur 10 qui entrent sur le marché du travail qui dit clairement « je suis en quête de sens au-delà d'en quête d'un salaire ». Les deux peuvent aller ensemble, je rassure tout le monde. Deuxième point qui me semble important, en externe, les consommateurs ont changé. Vous le voyez tous autour de vous, dans vos familles notamment. On est tous en train d'aller chercher des applications sur différents stores, que ce soit pour aller vérifier par exemple les codes barres ou les compositions des aliments, que ce soit pour aller vérifier par exemple la composition de certains produits de beauté ou de vos produits pour vous laver, votre douche, ce que vous mettez dans votre bain. Tous ces produits de consommation qui permettent aux consommateurs de vérifier les consommations démontrent en réalité qu'il y a une volonté de transparence de la part des consommateurs qui est de plus en plus forte, qui est là depuis plusieurs années, mais qui est vraiment aujourd'hui non plus une petite tendance, mais une tendance affirmée, confirmée. Un chiffre, le commerce équitable, par exemple, a fait ces dernières années non pas un bond x2, il n'a pas doublé en termes de business, le commerce équitable a fait x4. C'est bien dire que les consommateurs aussi, dans leurs achats, dans leur comportement, sont en quête de produits et de services qui soient et traçables, et transparents, et éthiquement, je dirais, viables. C'est petit détour pour vous exprimer que la loi Pacte a considéré, je dirais, tout cet environnement et a proposé en fait aux entrepreneurs que les entreprises puissent peut-être se moderniser avec différents outils que nous leur avons proposés. Au cœur de la loi Pacte, il y a, au sein du chapitre 3, le sujet des sociétés à mission. Alors, en réalité, ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé par écouter, au sein de la loi Pacte, des femmes et des hommes qui ont l'expérience des sujets de gouvernance. Le gouvernement, en l'occurrence, Bruno Le Maire, a demandé un rapport à M. Sénard et Mme Notat, qui ont une grande expérience à la fois en entreprise, mais aussi dans le paritarisme, pour savoir comment nous pourrions, en France, et c'était en 2017, comment nous pourrions imaginer une société à mission à la française, qui aurait pu s'inspirer ou qui pourrait s'inspirer d'exemples qui existent déjà dans d'autres pays. Ce rapport a été remis au gouvernement et intégralement versé à la loi Pacte. Que disent, mesdames et messieurs, Notat et Sénard? Ils disent principalement deux choses. Premièrement, la définition du code civil de l'entreprise, qui est en fait que le but, le défi de l'entreprise, sa raison d'être fondamentalement, c'est de pouvoir créer de la richesse et de pouvoir partager cette richesse et l'économie qu'elle génère. C'est aujourd'hui la définition qui était dans le Code civil. Ce que nous avons fait, à partir du rapport Notat-Sénard, c'est que nous avons décidé, et ça n'est pas rien, au plan historique, d'aller toucher le Code civil pour ajouter que l'entreprise avait pour objectif, certes, de créer de la richesse, de la partager et de partager les économies qu'elle permettait de générer, mais aussi de prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui qui le souhaitent vont pouvoir, au sein de leur statut, définir une raison d'être. Elles pourront aussi, pour celles qui le souhaitent, aller plus loin, parce que la raison d'être n'est pas forcément contraignante. C'est une façon d'afficher au nom de l'entreprise sa raison d'être, les valeurs et les objectifs auxquels elle tend.
Mais il y a un deuxième étage que nous avons proposé dans la loi Pacte et dont nous allons, j'imagine, parler. Ce sont les entreprises à mission. Une fois que vous vous êtes doté d'une raison d'être, vous pouvez demander, par le biais de vos statuts, à devenir une entreprise à mission. Et là, il va y avoir un certain nombre de contraintes, en réalité d'obligations à mettre en place pour vérifier que la mission que vous vous êtes arrogée, elle est bien en cours et elle est bien respectée. À partir de là, on va vous demander si vous avez rempli un certain nombre d'obligations, notamment de gouvernance et d'organisation dans l'entreprise, pour pouvoir être à la hauteur de ce que demande et de ce qu'impose une entreprise à mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être une entreprise à mission, il faut être capable de démontrer qu'on met en place véritablement une mission d'intérêt général au sein de l'entreprise. Et donc pour ça, il y a des obligations très simples, mais qui me semblent importantes à rappeler et non exhaustives. Premièrement, il faut qu'il y ait un comité de gestion, un comité de suivi de la mission qui soit mis en place. Ce comité ne peut pas être composé des mêmes membres que les comités de surveillance ou que les conseils d'administration de l'entreprise. Ça doit être des personnes ad hoc et ce comité ne peut pas être composé des mêmes personnes. Deuxièmement, il doit y avoir des salariés au sein de ce comité de suivi de la mission, salariés qui vont être un peu des garants de l'adéquation, je dirais, entre la mission affichée et la réalité de la mission menée dans l'entreprise. Il faut être capable, tous les ans, d'établir un rapport annuel, comme les entreprises le font sur d'autres sujets, mais là, sur rapport annuel de la mission que nous avons menée au nom de mon entreprise X ou Y. Ensuite, vous devez aussi faire certifier ce rapport par un organisme tiers, qui est un organisme indépendant, qui va venir regarder la réalité de la mission menée par l'entreprise, la véracité des informations au sein du rapport annuel de suivi de la mission. Il n'y a pas de privilège de société à mission pour les grandes entreprises. Ça n'est pas un statut qui a vocation à être celui de grandes entreprises qui feraient déjà beaucoup de mécénat, qui feraient déjà beaucoup de responsabilités sociales et environnementales. L'entreprise à mission, la raison d'être, c'est pour tout le monde. Pour les TPE, les petites TPE, pour les PME, les petites PME, c'est l'objet de tous et de tous les entrepreneurs. Et là, je le dis vraiment avec énergie. Il ne doit pas y avoir d'OPA des grandes entreprises sur ces sujets-là. Les TPE, les PME, on sait bien que c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de monde dans son entreprise, et moi-même je l'ai vécu, que de mettre en place un comité de suivi, etc. C'est pour ça que le gouvernement et les parlementaires ont pensé aux TPE et PME. Je donne un exemple. Vous n'êtes pas obligé, dans le cadre d'une petite entreprise, de mettre en place un comité de suivi de la mission. Vous pouvez avoir un référent, c'est-à-dire une personne, et non pas 10 ou 15, qui va être en charge de suivre cette mission, pour que ce soit plus facile dans la vie de la petite entreprise. Donc vous voyez, on a réfléchi aux obstacles qui pouvaient être ceux des TPE et des PME, on a facilité les choses en allégeant le dispositif pour les TPE-PME. Aujourd'hui, la bataille fait rage entre les États-Unis et la Chine. Vous avez aux États-Unis, depuis plusieurs années, de très très grandes entreprises, pour ne pas dire des monstres, je pense à BlackRock, notamment le fonds américain, qui est une bicorp. C'est bien dire si les grands financiers américains ont compris aussi l'intérêt des sociétés à mission à la sauce américaine. Vous avez en Asie la Chine, évidemment, qui n'est pas en reste et qui, très subrepticement comme ça, au cours de l'été 2019, a annoncé par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie de Pékin qu'elle réfléchissait à l'idée d'un contrôle social sur les biens et les services qui arrivaient pour être commercialisés en Chine. Et on sait que quand les Chinois se mettent à travailler sur ce type de sujet, ils ne sont pas comme certains Européens et ils ne perdent pas des années. Ils sont capables assez vite d'établir des doctrines. Donc au moment où je vous parle, nous avons des Américains qui ont une doctrine en matière d'entreprise à mission et plus largement de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Vous avez des Chinois qui ont compris à quel point c'était important et à quel point il fallait eux-mêmes qu'ils s'en préoccupent pour leur marché domestique. Et vous avez aujourd'hui, je vais être un peu caricatural, mais c'est la réalité, une Europe qui dort tranquillement sur le statut de la société européenne qui existe depuis 2001, pas moins de 18 ans que ce statut existe. Et alors que ces préoccupations montent dans la compétition mondiale, il ne faudrait pas que l'Europe prenne trop de temps pour s'intéresser à ces sujets.
Je reste néanmoins optimiste. Je pense que la nouvelle Commission, le nouveau Parlement, doit pouvoir se saisir dans les prochains mois. Donc je m'accorde un peu d'optimisme de ce sujet majeur, de la raison d'être, et peut-être même d'une raison d'être et d'une société à mission, qui sait, européenne. On pourrait très bien réfléchir ensemble à ce type de statut qui renforcerait les entreprises européennes. Donc, il ne faut pas que l'Europe attende beaucoup plus longtemps. On n'est pas loin d'être en retard. La France a certainement un lead à prendre, et des femmes et des hommes pour ce faire, au sein aujourd'hui du Parlement et de la Commission européenne. J'ose croire que les nouveaux commissaires, notamment français, sauront promouvoir ce sujet qui est déjà un sujet d'attention en Europe. Mais ce qui est sûr, pour le dire autrement, c'est que on est dans un moment qui est passionnant au plan de l'histoire du capitalisme, pour différentes raisons, que ce soit en matière de responsabilisation, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus, on est très clair. Mais au-delà de ça, le capitalisme va bouger parce que nous sommes entrés dans une forme de rupture aussi au niveau mondial en matière d'énergie. L'écologie, la fin programmée des énergies fossiles, tous ces sujets peuvent vous paraître très loin, mais en réalité, ils viennent impacter très directement le capitalisme, parce qu'ils viennent impacter la notation des entreprises. Et que de plus en plus, heureusement nous avons de grands experts en France comme M. Decambour qui y travaille, de plus en plus il va falloir intégrer ce qu'on appelle la notation extra-financière des entreprises. Vous formez correctement vos collaborateurs. Comment est-ce que ça se traduit de façon sonnante et trébuchante dans un bilan? Vous menez des actions associatives importantes en libérant vos collaborateurs pour leur permettre de s'engager au plan associatif. Comment ça se traduit dans un bilan d'entreprise? Ni en euros, ni en dollars. Il va falloir qu'on trouve, et c'est l'objet de la mission de M. Decambour, comment pouvoir quantifier, notifier en matière extra-financière ces données. C'est le sujet aujourd'hui qui est un sujet français, mais qui est plus largement un sujet européen. Et donc maintenant, à l'Europe de jouer. Et la France a les moyens de l'idée, on pourrait porter le sujet.